Rusbé dans le Calvados. Parce que finalement, qui sont-ils? On a vu un tableau assez généraliste tout au long de cette matinée. Là, je vais vous parler des patients qui ont été nouvellement dépistés depuis 2004, donc dont le diagnostic est récent, et qui sont notifiés de façon, on essaie de le faire en tout cas de façon exhaustive et continue en prospectif, dans le registre des hépatites du Calvados. Donc tout d'abord l'hépatite C. Alors en termes de caractéristiques sociodémographiques, là je parle des sérologies positives, on en a 278 entre 2004 et 2008. Eh bien la plupart des sérologies C, les personnes qui sont porteuses des sérologies C sont originaires de France et on a quand même un certain pourcentage qui est de 14% qui viennent d'Europe de l'Est. Ces personnes étant en majorité soit des réfugiés, je dirais pas des réfugiés politiques, mais des réfugiés économiques, et qui malheureusement, certains, une bonne proportion, sont en détention. Concernant l'activité professionnelle, pour l'hépatite C en tout cas, on s'aperçoit que c'est une population qui doit être plus âgée, puisqu'on a quand même 31% de retraités. Si on regarde chez les personnes qui sont donc sérologie positive, la répartition selon la classe d'âge et le sexe, eh bien, on s'aperçoit que au diagnostic, les femmes sont plus âgées. C'est-à-dire que le diagnostic de sérologie C positive, j'ai pas dit d'hépatite C, parce qu'on ne sait pas si l'infection est chronique ou pas encore à ce stade, eh bien, elle se fait plus tardivement chez la femme que chez l'homme, qui semble être majoritaire ici dans le Calvados, en tout cas en termes de notification. Alors, les circonstances de découverte de cette hépatite, toujours pareil, de la sérologie positive. On a eu 243 renseignés sur 278 patients. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, dans les deux cas, on a à peu près, dans les deux sexes, on a 50% des découvertes qui sont faites sur un bilan systématique. Or, d'après les directives du ministère, il faudrait faire du dépistage des hépatites C en fonction de facteurs de risque, puisque le dépistage de masse n'est absolument pas conseillé. Là, on a quand même 50% qui se fait en bilan systématique, le plus souvent dans le cadre d'un bilan préopératoire, ce qui donne lieu d'ailleurs à, entre guillemets, des couacs, c'est-à-dire que lorsque l'on renvoie ou qu'on contacte, nous, le médecin, pour lui demander si c'est une nouvelle hépatite C ou pas, quelquefois le médecin n'est pas averti parce que la sérologie arrive après l'hospitalisation, où c'est pas revu par le médecin qui a opéré, par exemple en chirurgie, et donc le patient, personne ne sait qu'il a une sérologie C positive, ce qui peut être un petit peu ennuyeux. Chez les hommes, on a une tendance à ce que le dépistage se fasse plus sur des facteurs de risque, et ceci est probablement lié au mode de contamination qui est l'usage de drogue chez les hommes, on le reverra tout à l'heure. Et puis la femme, on a une tendance plutôt à ce que ce soit dans le cadre d'anomalies biologiques et cliniques, ce qui est concordant avec l'âge au diagnostic chez les femmes qui sont plus âgées. Alors le mode de contamination présumé, donc là on peut avoir plusieurs modes présumés puisque c'est déclaratif. Alors, ce que on s'aperçoit d'une chose, c'est que chez les hommes, c'est vraiment ce qui est classiquement maintenant reconnu, c'est l'usage de drogue par voie veineuse et par voie nasale. C'est actuellement cette population qui est le réservoir des hépatites C. Les femmes sont plutôt concernées par tout ce qui est nosocomial, en incluant les transfusions. Les transfusions vont probablement diminuer dans le temps, puisque maintenant ce sont soit des personnes qui sont décédées, soit qui ont été prises en charge. On retrouve quand même aussi une certaine proportion où on ne retrouve aucun facteur de risque. Alors là, est-ce que c'est par biais de mémoire, c'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas non plus envie de se souvenir d'un passé de toxicomanie, par exemple, ce qui entraîne une certaine forme de culpabilité, comme nous disait Jean-Jacques tout à l'heure, ou parce que des personnes n'ont pas été au courant de possibles transfusions. Clinique au diagnostic, alors j'insiste bien, c'est au diagnostic, c'est-à-dire dans les 6 mois qui suivent le diagnostic de sérologie C positive. Alors là, ici, on n'a pris que les gens qui étaient virémiques, c'est-à-dire qui ont une infection chronique actuelle, parce que les autres, en fait, nous intéressent pas, ils ont une clairance spontanée, et donc ils ont guéri spontanément de leur hépatite. Donc on s'aperçoit que 50% de ces personnes ont des alates qui sont une cytolyse avec des alates augmentées,
un pourcentage qui n'est pas négligeable de 11%, avec des sujets qui sont dépistés à un stade de maladie hépatique évoluée. Mais enfin, il faut voir aussi qu'on a beaucoup de stades inconnus, non cotés par le médecin. Et puis oui, on a quand même des hépatites aiguës ici, 2%. Ces hépatites aiguës, ça correspond à peu près à 7 personnes pour vous donner un ordre d'idée. Ce sont, je crois que ça doit être 6 hommes pour une femme, Anne-Sophie, je sais plus, oui, ça doit être ça. 6 hommes et une femme. Donc c'est surtout des hommes qui sont concernés et c'est plus en lien avec l'usage de drogue par voie veineuse. Alors oui, je vous ai noté ici quand même, parce qu'on me l'a demandé par la suite, le traitement antiviral chez ces personnes, on en a 23% qui a été fait depuis 2004. C'est-à-dire si on prend cette cohorte de personnes dépistées et qui ont l'hépatite C, eh bien on en a presque le quart qui ont été ou traités ou qui sont en cours de traitement. La répartition par génotype et sexe, eh bien on s'aperçoit que le génotype 1 est majoritaire, ce qui correspond aux données nationales. On a pas mal ici de génotype 2 chez les femmes. Et puis on peut remarquer qu'on a 30% entre guillemets de bons génotypes, c'est-à-dire des génotypes qui répondent bien au traitement avec un traitement de 6 mois. Et 80% de réponses virologiques. Là ici, sur les 185 personnes infectées, on a 138 réponses. Concernant les méthodes d'évaluation de la fibrose du foie, dont vous a parlé tout à l'heure le professeur Dao, eh bien, on s'aperçoit que la ponction biopsie hépatique, qui était avant la référence pour évaluer la fibrose du foie, eh bien, les tendances s'inversent et les tests non invasifs sont majoritaires, avec le fibrotest qui vient en premier, suivi du fibroscan, après les 2 tests non invasifs, puis enfin la PBH. Alors malheureusement, il y en a quelques-uns qui ont eu les 3 méthodes. C'était dans des cas de discordance essentiellement entre les tests. Alors maintenant, on va revoir les facteurs de fibrose des patients. Les effectifs sont petits. Cette question n'est pas toujours répondue par les médecins. On a parlé du tabac, de l'alcool, du cannabis. Là, je vais vous présenter que le tabac et l'alcool, puisque le cannabis, c'est encore pas une question qui est communément posée en cabinet, semble-t-il. En tout cas, pas chez quelqu'un qui a une hépatite C. Donc, eh bien, on s'aperçoit que les hommes sont majoritairement consommateurs d'alcool, soit anciens, soit buveurs excessifs actuels. Et puis, bien sûr, il y a une partie occasionnelle, les femmes étant majoritairement non consommatrices d'alcool régulière. Concernant le tabac, on a quand même, vous voyez, on a quand même des effectifs assez grands, à 155 ou 185, c'est pas mal répondu. Et là, la consommation de tabac, c'est pareil. Les hommes sont plus concernés par la consommation de tabac, soit anciens fumeurs, mais on n'en tient pas vraiment compte pour l'instant, mais plutôt les fumeurs actuels, puisque c'est ce qui va nous permettre, dans le cadre de la consultation, comme tu l'as dit, Eric, c'est d'insister sur les facteurs de comorbidité, les facteurs qui peuvent influencer la vitesse d'évolution de la fibrose. Donc finalement, eh bien, en ce qui concerne les facteurs de fibrose, on pourrait penser que les hommes sont plus à même de développer rapidement une fibrose, une maladie hépatique, en raison de ces comorbidités. Je vais vous parler maintenant des hépatites B. Donc là, les hépatites B, d'emblée, on se place dans le cadre de personnes qui sont infectées chroniquement, enfin qui sont infectées par le virus B, alors qu'au départ, on a vu pour la C, c'était que les sérologies. De la même façon, les caractéristiques sociodémographiques, eh bien, elles sont bien différentes parce qu'ici, on s'aperçoit que les personnes concernées sont essentiellement originaires de pays où l'endémie est importante, c'est-à-dire en Afrique et en Asie. C'est aussi une population où on rencontre pas mal de réfugiés économiques et puis une population qui est en détention, les deux étant corrélés. Et vous avez ici donc 61% de personnes qui sont en activité professionnelle, c'est-à-dire qu'a priori c'est une population qui est plus jeune que celle chez qui est diagnostiquée une hépatite C. Alors je rappelle ici les taux de prévalence, je ne l'ai pas fait pour la C. Prévalence, c'est-à-dire quand on fait une photographie dans la région, qui est cette région tout en vert, donc c'est plusieurs régions, du pourcentage de gens qui ont une hépatite C. Donc là, c'est pas les nouveaux cas incidents, mais c'est tout le monde confondu, les nouveaux cas et puis les anciens cas. On a 0,20% pour l'hépatite B, c'était de 0,34 pour l'hépatite C. Notre région, notre interrégion est la moins touchée par ces deux hépatites.
Concernant la répartition des sujets selon l'âge et le sexe dans notre cohorte de 2004-2008, donc on en a 124 qui ont été dépistés. On s'aperçoit que les hommes sont majoritaires, on a presque 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et la tranche d'âge dans lequel est fait le diagnostic, eh bien, c'est aussi une tranche d'âge jeune dans les deux sexes, c'est-à-dire la tranche d'âge 18-30 ans. Donc le diagnostic est fait plus rapidement pour l'hépatite B. Les modes de découverte, on en retrouve un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les bilans systématiques préopératoires ou aussi bilans de santé type IRSA, enfin centre d'examen de santé, ou alors dans le cadre d'une grossesse, dans le cadre de médecine du travail ou d'examen d'embauche également, eh bien c'est à cette occasion qu'est découvert l'antigène HBS qui est positif. Un peu plus sur facteur de risque pour les hommes, comme dans la C d'ailleurs, et on remarque quand même qu'il y a aussi un dépistage qui est fait sur des anomalies clinico-biologiques. Clinico-biologique, c'est essentiellement pour la biologie l'augmentation des transaminases, un bilan hépatique qui est perturbé. Cliniquement, c'est l'asthénie. Oui, c'est essentiellement l'asthénie qui revient le plus souvent. Alors, le stade clinique au diagnostic. On voit également qu'il y a une certaine proportion de gens qui sont dépistés à un moment où la maladie est déjà avancée. Alors c'est cirrhose, compliquée ou non, et cancer, très peu de cancer. 50% des hépatites, contrairement à la C, 50% n'ont pas de cytolyse, ont des ALAT strictement normales. Et on a 18% qui sont avec des ALAT augmentés. Mais on a quand même aussi 19% d'inconnus où il n'y a pas d'évaluation de fait. Alors, concernant les facteurs de fibrose des sujets qui sont porteurs de l'antigène HBS, on refait pareil. Eh bien, concernant la consommation d'alcool, c'est toujours, vous voyez, les hommes, on le met d'emblée, mais les hommes sont plus concernés que les femmes par la consommation d'alcool. Pour ce qui est du tabac également. Mais contrairement à la C, on a l'impression quand même que ce sont des patients qui consomment moins de tabac et qui consomment également moins d'alcool. Donc peut-être qu'ils sont moins à risque d'emblée d'évoluer rapidement vers une fibrose ou une maladie hépatique avancée. Alors on a parlé longuement tout à l'heure de la charge virale B. Ici on a essayé de faire une classification. Sur tous les patients chez qui on a retrouvé, l'ADN est pratiquement tout le temps réalisé, et on a 27, enfin on a combien d'inconnus? On en a 27% d'inconnus, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je l'avais mis aussi dans ce graphique. On en a 35% et 15% qui sont avec un ADN, une charge virale ou indétectable ou basse. Et puis on en a 14% qui sont dans les zones à risque avec une charge virale élevée. Et je rappelle que c'est un facteur de gravité, comme on en discutait tout à l'heure. L'évaluation de la fibrose du foie dans le cadre de l'hépatite B, c'est un petit peu différent classé, visiblement, dans la pratique actuelle. C'est le FibroScan qui est majoritairement utilisé, suivi ensuite de 2 tests non invasifs, FibroTest et FibroScan. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la ponction biopsie hépatique reste encore dans l'hépatite B un moyen d'évaluation de la fibrose qui est très important. On n'a pas de fibrotest et de PBH ensemble. On n'a pas trouvé d'évaluation de ce type dans notre cohorte. Donc, en conclusion, je voulais souligner l'importance de ces 2 populations qui ont quand même des spécificités qui sont différentes. Ce sont des hépatites, mais la B et la C correspondent à des populations différentes. Dans les 2 cas, le dépistage il est plutôt fortuit en fait lors de bilans systématiques, ce qui ne devrait pas se faire, ce qui devrait être plus sur des facteurs de risque. Il est fait à un âge plus jeune pour les hépatites B. Les hépatites C sont diagnostiquées plus tard, surtout chez les femmes. En termes de facteurs de contamination, les personnes qui sont originaires de zones d'endémie sont plus représentées. Dans l'hépatite B, dans l'hépatite C, c'est essentiellement le mode de contamination. Il est lié à l'usage de drogues intraveineuses chez les hommes et plutôt nosocomiales et par transfusion chez les femmes. Dans les 2 cas, on a moins de 10% de stades graves d'hépatite.
Et l'évaluation de la fibrose, eh ben, on peut dire que dans les deux cas, c'est pareil, on commence à avoir une prédominance des tests non invasifs. Et enfin, en termes d'évaluation de la fibrose, les hommes, on a l'impression qu'ils sont plus à risque d'évoluer rapidement et peut-être qu'il faudrait être plus vigilant sur les comorbidités concernant tabac, alcool dans la population masculine. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour ma partie et maintenant je vais présenter Valérie Petain qui est médecin généraliste et qui a fait une enquête qui n'est pas terminée malheureusement, mais elle a pu interroger 15 médecins généralistes sur leur ressenti face à cette prise en charge et donc elle va vous présenter les premiers résultats. Bonjour, donc dans le cadre de l'enquête de santé publique du suivi